Donc, je lance l'enregistrement. Alors, je rappelle ce que je suis en train de dire là sur la question de l'évaluation terminale en compta. Cette évaluation prendra la forme d'un test sur Moodle. Donc, c'est sur Moodle qu'on reposera. Pourquoi? Je rappelle déjà que les évaluations ne peuvent se faire qu'en distanciel. D'accord? Donc, il n'est aucunement prévu qu'il y ait des retours d'étudiants sur le campus. Donc, toutes les évals, première session et seconde session également d'ailleurs, auront lieu à distance. On a des timings ultra serrés puisqu'il y a des contraintes réglementaires sur il faut communiquer tant de temps avant, etc. Qui font que, il me semble, en tout cas moi de mon point de vue, impossible de proposer une évaluation qui prendrait une autre forme que le QCM ou le test sur Moodle. Pourquoi? Parce que corriger en fait devient très compliqué. Si je prends le cas de ce qui s'est passé en PGE2 notamment, j'ai reçu autant des fichiers en .doc qu'en .docx, qu'en .pdf, qu'en JPEG. Voilà. Et corriger des supports qui sont si différents, ça prend un temps qui est incroyable. Un temps qui est incroyable, alors même que moi personnellement mon temps disponible avec les enfants à la maison, il n'est pas fou. Il n'est pas fou. Donc faire autre chose comme type d'évaluation, c'est prendre le risque de ne pas réussir à corriger dans les temps. Voilà. Parce que vous n'êtes pas la seule matière que j'aurais évaluée ce semestre, parce qu'on a la question de PGE2 ensemble, on a la question de la comptabilité ensemble, mais on a également la question de, moi en tout cas, la question des ressources humaines avec les 13e années. Je rappelle, mais il y a la deuxième session qui s'enchaîne. Et moi, lorsque la seconde session tombe, je crois que j'ai 6 ou 7 matières à préparer, donc ça sera le même problème. C'est compliqué d'avoir le temps de corriger, de réussir à corriger dans les délais qui nous sont imposés. Bref. Donc, tout ça pour vous dire, là, vous connaissez a priori, ça va être quoi la forme de cet éval en compta. Son niveau de difficulté, franchement, je pense que comme beaucoup d'enseignants, là, je suis encore dans le flou sur la manière précise de faire son sujet. Notamment, on est présent de plusieurs contraintes en l'envie de permettre aux étudiants qui ont bien bossé d'avoir des bonnes notes, à ceux qui sont sérieux de ne pas être démotivés, en même temps de se prévenir de phénomènes qui pourraient apparaître avec cette manière de jouer le second semestre et qui peut être extrêmement dangereuse pour la suite des études, c'est-à-dire le passage de première année qui n'aurait pas le niveau en deuxième année. Ça pourrait provoquer des problèmes en série sur la seconde année. Donc voilà. Est-ce que vous avez quelques petites questions sur ces thématiques-là auxquelles je peux essayer de répondre, et puis après je lancerai mon PowerPoint sur la question des dépréciations? Non. Kevin, je suis sûr que tu en as des questions. Ah voilà. Alors, je t'écoute. Oui, vous avez parlé des modalités d'examen, même si je n'ai pas trop bien compris le sujet. Alors, je disais simplement qu'au vu des contraintes temporelles, techniques qu'on a en ce moment, vous pouvez déjà être certain que mon évaluation en comptabilité financière, le partiel, aura lieu sur Moodle. D'accord. Avec un format auto-corrigé. Parce qu'il est impossible, franchement, il est impossible que j'envisage de corriger autant de copies. Qui a le format Moodle. D'accord. Voilà. C'est. Oui. Pourtant, du coup, ce sera à quelle date alors? Alors, les dates, on ne peut pas encore vous les donner de manière précise. Pourquoi? Parce qu'on a encore des documents, des choix qu'on a effectués à faire valider par la présidence de l'université. Cela étant dit, je pense que d'ici le début de semaine prochaine, le milieu de semaine prochaine maximum, vraiment maximum, vous aurez votre calendrier d'examen.
En tout cas, quand est-ce que commence la période? On n'aura peut-être pas la programmation exacte des épreuves, mais on connaîtra, voilà, les examens de session 1 se déroulent de telle à telle date. Maximum milieu de semaine. D'accord. Moi, j'ai une question. Oui. Parce que par exemple, on travaille, on ne peut pas passer nos partiels à la session 1, on aura une session 2 de rattrapage pour la matière. La session 2 est maintenue. Donc, il y aura une session 2. Pour nous, c'est très compliqué d'en parler parce que, en fait, les enseignants, ils travaillent dans un cadrage, c'est-à-dire un document qui va reprendre les grandes lignes de ce qu'on aura le droit de faire, de ce qu'on n'aura pas le droit de faire, qui est établi par la présidence de l'université. Et pour l'instant, eh bien, le cadrage, il existe pour la première session, hein, donc pour le deuxième semestre, la série partielle qui arrive, mais ce cadrage n'existe pas encore pour la seconde session, pour la question des rattrapages. Il a déjà été acté que les rattrapages auront lieu, qu'il y aura bien une session de rattrapage. Cela étant dit, ces modalités, pour l'instant, on ne peut pas vous en parler. Ok. Après, on se dirige a priori vers des épreuves sur lesquelles il y aura une tranche horaire assez large, hein, dans laquelle on pourra composer. C'est-à-dire que par exemple, en compta, si on annonce cette épreuve sur Moodle, on devrait communiquer là bientôt ces horaires, mais on est vraiment sur des horaires, sur une plage horaire qui prend toute la journée, quoi. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Non? Ok. Bon, dans ce cas-là, je vous propose qu'on démarre sur la question des dépréciations. Oui, on y va. Alors, je pense que ce que je vais vous présenter risque d'être bien plus court que ce que j'ai fait pour le TD4 et l'enregistrement des factures, parce qu'en fait, donc on va le voir, hein, vous voyez bien le PowerPoint? Oui. Bon, je le mets en plus gros comme ça. Voilà. Donc, ça durera sûrement moins de temps que ce que j'ai fait sur donc, ce TD4. Pourquoi? Parce qu'en fait, généralement, dans les dépréciations, le plus gros problème des étudiants, c'est la compréhension de ce qu'est une dépréciation et de comment elle fonctionne. Donc, c'est généralement plus un problème de vocabulaire qu'un problème calculatoire ou de compréhension réellement. Donc, moi, je vais essayer dans ces quelques slides de repasser sur les systèmes qui me semblent qui pourraient vous poser problème. Et donc, on verra à la fin si vous avez des questions ou pas. Et si vous en avez beaucoup, c'est que j'aurai donc fait des difficultés lors de mon explication. Alors d'abord, je vais démarrer avec on va poser le vocabulaire, d'accord? On va revoir la définition des quelques termes lexicaux qui sont importants à maîtriser dans ce TD concernant les dépréciations. Donc d'abord, je rappelle ce qu'est une dépréciation. Donc, une dépréciation, c'est une perte de valeur potentielle de quelque chose qu'on va enregistrer dans la comptabilité. Notamment, nous, dans ce TD5, on parle des dépréciations des comptes de clients. Je rappelle que les comptes clients, on les a vus avec le journal, déjà. L'enregistrement, par exemple, d'une créance client dans le compte 411 clients. Donc, lorsqu'on parle de perte de valeur de cette créance client, eh bien, on entend donc un montant qui nous est dû, mais qu'on n'est pas sûr de recevoir complètement. Et la dépréciation, ça va être le pas complètement. Qu'est-ce qui manque? D'accord? C'est ça la dépréciation. Donc, c'est concrètement ce que je vous dis ici, le montant, donc en euros,
qu'on s'attend potentiellement à ne pas recevoir sur ce qui est dû par le client. Dans les exercices, on vous donne généralement les informations sur cette question de la dépréciation sous la forme d'un taux de dépréciation, donc en pourcentage, qui va représenter alors le pourcentage de la créance qu'on s'attend à perdre. Vous devez noter que je prends soin de rappeler à chaque fois potentiellement qu'on s'attend à perdre, qu'on pourrait perdre, etc. C'est pas qu'on perd. La dépréciation, c'est une possibilité. Si jamais l'argent est effectivement perdu, il ne s'agit plus d'une dépréciation. D'accord? Puisque la perte n'est plus potentielle, mais elle est dite avérée ou constatée. Elle a eu lieu. Donc, quand une perte a eu lieu, ce n'est plus dans une dépréciation qu'on va enregistrer les choses. Ensuite, deux éléments de vocabulaire qui sont importants, notamment dans ce tableau d'ajustement des dépréciations des comptes de clients, ce qu'on va appeler la dotation. Donc, la dotation, ça va être le fait de constater, d'un point de vue comptable, que le montant qu'on s'attend à ne pas recevoir, il a augmenté entre l'année dernière et cette année. Donc, si ce montant qu'on s'attend à ne pas recevoir a augmenté, on va passer ce qu'on appelle une dotation. Et si à l'inverse, ce montant a diminué, on va passer ce qu'on appelle une reprise. Donc, vous pouvez voir ça comme... Alors, je n'avais pas pensé à ce schéma-là, mais vous pouvez voir ça un peu comme ceci. Donc, on aurait des dépréciations qui sont enregistrées, on le rappelle pour les comptes de clients dans le compte 491. Et en fait, ou bien on doit rajouter, et alors c'est ce qu'on va appeler une dotation, ou bien, c'est un copier-coller fameux ça, pardon, ou bien on va devoir enlever de cette boîte, je rappelle que les comptes ça marche comme des boîtes, et dans ce cas-là, on va passer ce qu'on appelle une reprise. Ça va? Donc quand on fait la dotation, on met dans la boîte, donc le montant des dépréciations augmente. Quand on fait une reprise, on enlève de la boîte, donc ce qu'il y a dans les dépréciations diminue. Bon. Enfin, dans cette histoire de dotation et de reprise, ce qu'on va devoir faire, en fait, c'est qu'on a notre compte 491 qui a un certain niveau. Alors, c'est bête parce que j'ai travaillé mon cours et c'est là que je vous en parle que je me rends compte qu'il y avait d'autres manières de montrer les choses. Alors là, je mets d'un côté les dépréciations en N et de l'autre côté en N plus 1, donc une année et l'autre. Voilà. Si je compare ces deux dépréciations, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Mais il y a bien une différence, et cette différence, elle est égale à cette hauteur. Donc plus le rectangle est grand, plus on peut supposer qu'il s'agit d'un montant important de dépréciation. Donc il va falloir faire passer la dépréciation qui en N n'est qu'à ce montant-là, à celui-ci en N plus 1. Il va donc falloir l'augmenter. Et ça, on appelle ça, il va falloir réajuster. C'est ce qu'on appelle le réajustement. Excusez-moi, problème de casque. Donc, voilà comment marche cette histoire de réajustement. Il s'agit juste de procéder à la hausse ou à la baisse à l'ajustement du montant des dépréciations.
Dernier élément de vocabulaire qui semble important, donc qu'est-ce qu'un client dit douteux? Un client qui est dit douteux, c'est un client pour lequel on va avoir des doutes, c'est tout bête, hein, mais des doutes tant qu'à sa capacité à payer l'intégralité de ce qu'il nous doit. Cela arrive notamment lorsque un client a un retard de paiement, par exemple. Si c'est un client qui habituellement est très ponctuel et que là, il a 1 ou 2 semaines dans le retard de son paiement, on peut comprendre qu'il a sûrement un problème. On peut l'appeler, on peut prendre contact avec lui, etc. Mais voilà, dès lors que ce client ne sera plus normal, dès qu'on va avoir des doutes sur cette capacité à payer, eh bien, on ne peut plus que ce client apparaisse dans les comptes 411, mais on veut qu'il apparaisse dans les comptes 416 clients douteux. Et ça, je rappelle que c'est ce qu'on a appelé dans le cours le reclassement client. Est-ce que ça va pour ces différents éléments de vocabulaire? Oui. Alors, Oui, ça va. Oui. Donc maintenant, quand on va devoir travailler les dépréciations, eh bien, finalement, non, excusez-moi, je crois que j'ai un tableau qui a sauté. Non, c'est bon. Bon. Excusez-moi. Donc, voilà, je suis bête parce que je cherchais une manière de présenter le réajustement, mais je l'avais préparé. Donc, le fonctionnement de ce réajustement, j'ai pris 3 petits cas, d'accord, avec donc 2 dates différentes, la clôture de l'exercice N et la clôture de l'exercice N+1, et on regarde ce qu'il se passe. Donc, on va imaginer qu'on a un seul client dans tous nos clients. Voilà. Ici, donc dans le cas numéro 1, eh bien, ce client me devait hors taxe. Hein, on va fonctionner sur la créance hors taxe. Donc, il me devait hors taxe 10 000 euros. Lors de la clôture de l'exercice N, j'ai considéré que sur ces 10 000 euros, je pouvais m'attendre à perdre 20% de la somme, d'où taux de dépréciation 20%. Alors, je peux calculer le montant de cette dépréciation simplement par produit de ce qu'il me doit et de la part que je pense perdre. Ça vous va? Donc ici, je vais trouver 2 000 euros. Entre-temps, entre la clôture de l'exercice N et la clôture de l'exercice N+1, il est possible que certains événements se soient passés, et notamment ici, on notera que la créance du client a diminué de 2 000 euros hors taxe. Autrement dit, pendant l'année, on a sûrement reçu un paiement de ce client qui justifie la baisse de sa créance. Ce qui est important, c'est que cette fois-ci, à la fin de cette année, eh bien, le client ne me doit plus 10 000 euros hors taxe, mais il m'en doit 8 000. Si je pense que je vais perdre le même pourcentage de cette créance, alors ce n'est plus 2 000 euros que je m'attends à perdre, mais c'est 1 600. Si je reprends cet exemple-là, et là en fait, j'aurai ici, hop, en N 2000, on a dit, 2000. Si en N+1 1600, eh bien il faut bien que, qu'est-ce que je fais? Pardon. Il faut bien donc que mes dépréciations diminuent cette fois-ci. Ça baisse. Le 400. Ça vous va? Donc je ne vais pas reprendre ce schéma à chaque fois, hein. C'est pour avoir une illustration concrète. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il s'agit donc d'une baisse de ces dépréciations entre N et N+1, ce qui va se matérialiser par une reprise de 400 euros. Cas numéro 2, on notera cette fois-ci que mon client ne m'a
absolument rien réglé pendant l'exercice, puisque entre la clôture de l'exercice N et la clôture de l'exercice N plus 1, il me doit toujours le même montant. Si ce client me doit toujours le même montant, alors le montant de la créance est inchangé. On notera qu'entre N et N plus 1, je m'attends à ce que cette perte potentielle en fait augmente. Je m'attends à perdre plus cette année comparativement à l'année dernière. J'avais notamment un taux de 20%, ce qui me permettait de calculer une dépréciation à 2 000 € en N. Et cette fois-ci, ce taux est monté à 30%, donc je calcule cette fois-ci une dépréciation à hauteur de 3 000 €. J'avais 2 000, je voudrais maintenant 3 000. Pour passer de 2 000 à 3 000, il faut faire quoi? Il faut une augmentation, une hausse de 1 000 €. C'est ce qu'on appelle une dotation aux dépréciations. D'accord? Donc la dotation va augmenter le montant des dépréciations. La reprise va le diminuer. Dernier cas, et là, ça peut vous sembler bizarre. J'ai un client qui me devait donc 10 000 € en N. Je m'attendais à perdre 20% de ce montant. Et en N plus 1, je m'attends à perdre 0% de ce montant. Alors là, ça doit être étrange parce que vous devez vous dire, mais dans ce cas-là, monsieur, à quoi ça sert les dépréciations? Dans ce cas-là. Eh bien, à ce moment-là, la dépréciation n'a plus de sens. Elle n'a plus de sens. Alors, quand est-ce que ce cas peut arriver? On va le voir, mais notamment lorsqu'on sait que le client ne pourra pas payer. Lorsqu'on sait que le client ne paiera pas, ce n'est plus une perte potentielle, c'est une perte certaine, et ce n'est donc plus une dépréciation, donc on n'a plus besoin d'enregistrer des dépréciations, on va enregistrer des pertes. D'accord? Cela étant dit, on notera que le cas ici est exactement le même que pour le premier cas. On avait des dépréciations à 2000, on passe à 1600, on baisse de 400. Ici, on était à 2000, on passe à 0, on va donc baisser tout simplement de 2000. Ça va pour le fonctionnement de ces réajustements? J'espère. Oui, ça va. Bon. J'ai fait de mon mieux, hein, mais il est fort possible que je n'ai pas vu toutes les difficultés. Avant de rentrer. Il faut classer les montants. Alors, bon, on va y revenir justement. Je pense que les deux dernières slides devraient vous aider dans le tableau, puisque je repars dans le tableau dans les deux dernières slides. Et c'est juste qu'avant de travailler dans le tableau, en fait, le tableau, il est extrêmement logique. Vous allez voir ce qui se passe, je vais l'expliquer, ce tableau. Mais il faut vraiment maîtriser le vocabulaire avant, parce que sinon, on ne comprend pas bien. Là, justement, avant de me lancer dans ce tableau, je rappelle quelques informations qui me semblent nécessaires à ne pas faire d'erreurs bêtes dans le tableau qui suit. D'abord, une perte se fait toujours hors taxe. Je rappelle, hein, mais la TVA, a priori, elle n'a pas d'impact particulier sur les comptes de l'entreprise. Toute TVA payée par l'entreprise lui est remboursée par l'État et toute TVA collectée par l'entreprise sera due à l'État. Donc, ça ne nous intéresse pas, dans la question des pertes, d'enregistrer cette TVA, qui, encore une fois, a un fonctionnement transparent dans les comptes de l'entreprise. De la même manière, ça ne nous intéresse pas de calculer une dépréciation sur un montant, toute taxe comprise. Une dépréciation se calcule toujours sur un montant hors taxe. Je rappelle, cela étant dit, qu'une créance s'enregistre toujours pour un montant TTC, parce que le client doit à la fois le montant de l'opération hors taxe et la TVA qu'on va devoir reverser à l'État. Là, je rappelle le dernier élément que j'ai essayé d'introduire dans la slide précédente, mais une perte, ça signifie qu'on ne s'attend pas à perdre, ça signifie qu'on a perdu. Donc lorsqu'on perd, on n'est plus dans le potentiel, on est dans le réalisé, on est dans le constaté, on n'est donc plus dans les dépréciations. Et lorsqu'un client va faire faillite, lorsqu'on sait qu'il ne nous paiera plus,
eh bien, le taux de dépréciation doit être fixé à 0%. Je rappelle, hein, il est fixé à 0%. Pourquoi? Parce que la perte potentielle, elle devient nulle. Ce n'est plus une perte potentielle, mais une perte constatée. D'accord? Donc, dans la question des dépréciations, c'est extrêmement important de ne pas oublier ce petit mot potentiel. C'est ça qui fait la différence entre la perte et la dépréciation, notamment aussi. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour basculer dans le tableau. Donc, je rappelle que ce tableau, hein, vous pouvez le retrouver sur le cours en PDF qui est disponible sur Moodle. D'accord? Vous ne voyez pas toute la fenêtre, là, je pense. Juste, là, ma manière de partager l'écran, vous ne voyez pas mon curseur, non? Vous voyez quand je surligne? Si le curseur, vous le voyez? D'accord. Alors, je rappelle quand même, hein, du coup, pour cet écran, on ne peut pas aller revoir ça dans le cours tout seul. Alors, donc, on va présenter ce tableau d'ajustement des dépréciations et notamment son fonctionnement. Je rappelle, il faut aborder ce tableau sous l'angle des écritures qu'on a à passer. Pardon, je me suis trompé de slide. D'accord? Parce que le but de ce tableau, c'est de nous permettre de passer ces écritures. Donc, il faut que ce tableau nous permette de savoir c'est quoi la créance TTC qui doit être classée, c'est quoi le total des dotations, c'est quoi le total des reprises, c'est quoi les créances hors taxes perdues, c'est quoi la TVA associée aux pertes, c'est quoi la créance TTC des nouveaux clients, c'est quoi la créance TTC des clients douteux. Je repars donc dans mon tableau. Et si on conserve en tête ces différentes écritures, eh bien, encore une fois, il faut que ce tableau nous permette de retrouver toutes ces informations. D'abord, on va avoir donc ce montant total des créances des nouveaux clients douteux. Donc, je rappelle, les nouveaux clients douteux, ce sont des clients qui jusqu'à maintenant n'avaient aucun problème de paiement, mais qui pendant l'exercice ont manifesté des problèmes de paiement et on n'est pas sûr du coup qu'ils nous paieront l'intégralité de ce qu'ils nous doivent. Intéressons-nous aux différentes colonnes de ce tableau. Nom de l'entreprise, montant TTC de la créance fin N-1, donc autrement dit, lorsque j'ai clôturé mon exercice l'année dernière, combien d'argent ce client me devait-il? Troisième colonne, règlement reçu en N. Pendant l'exercice, combien d'argent est-ce que mon client m'a envoyé, m'a payé? Avec ces deux premières informations, combien on me devait, combien on m'a payé, on peut trouver combien. Pardon. Un bordel, excusez-moi. Donc, oui, avec ces deux premières informations, on peut déterminer du coup combien est-ce qu'on me doit à la fin de cette année. J'espère que ça vous semble normal. Hein, si Kevin, l'année dernière, me devait 1000 €, oui. Pendant l'année, il m'a donné 200 €, donc à la fin de cette année, il me doit encore 800 €. Kevin, à la fin du Zoom, tu restes, s'il te plaît, je t'envoie mon RIB. D'accord? Alors... Monsieur, je sens que je vais vider votre compte. Du coup. Je vais vider votre compte pour vous. Ah, mon ami, il n'y a pas grand-chose dessus en ce moment. Passons. Bon, alors, je montrerai ça. Donc, on en est déjà à cette colonne-ci. Vous voyez, c'est assez, pour l'instant, assez logique, je pense. Maintenant, on sait que la dépréciation ou la perte, c'est des montants hors taxe. Donc, on doit passer du TTC au hors taxe. Et pour ça, on peut inscrire le taux de TVA qui porte sur la créance et qui va donc nous permettre de déterminer cette colonne-ci. Donc après, on va travailler dans le même tableau avec des chiffres. Hein. On va prendre le corrigé de l'exercice 4 du TD. Donc à la fin de l'année,
Kevin me doit encore 800 euros. Décidément. Alors d'ailleurs, je vais mettre 1200 parce que c'est plus simple en termes de... Oui, voilà. Précisez, monsieur, comme ça au moins on comprend tous. Non, Alors, 1200, donc il me doit encore 800, et sauf qu'il n'y a pas de TVA sur notre opération. D'accord? donc ça fait 800. Donc Kevin me doit encore 800 euros. Maintenant, Kevin, il m'envoie un message sur Facebook, il me dit, monsieur, vous savez, là, c'est compliqué, avec le confinement, il a fallu que je m'achète un nouveau portable, j'ai plus beaucoup d'argent, je crois que je vais avoir beaucoup de mal à vous payer. Bon. Il me dit qu'il va avoir C'est pas beaucoup le de cas. mal. Et moi, je m'attends, en fait, quand il me dit beaucoup de mal, à ce qu'il paye peut-être le quart seulement de ce qu'il me doit. Donc, s'il me paye le quart de ce qu'il me doit, c'est qu'il ne me paiera pas. Peut-être dire aussi, monsieur. Pas quart. Non, tu paieras quelque chose, Kevin, arrête d'essayer de négocier. On n'est pas dans un camp de marchandage de tapis, là. Allez. Donc, je me dis, Kevin, il me doit 800, et sur ces 800, je m'attends à ce qu'il ne puisse pas me payer 75% de ce montant. Autrement dit, Kevin, sur les 800, je m'attends à ce qu'il y ait 600 qu'il ne soit pas en mesure de payer. Ça vous va? L'année dernière, je m'attendais à ce que Kevin n'arrive qu'à payer 500 euros sur les 1000 euros qu'il me devait. Que se passe-t-il? Comparativement à l'année dernière, je m'attends à ce que ce montant non perçu, il varie de quelle façon? Il augmente. D'accord? Donc j'avais 500 avant, si je reprends ça. Hein. J'avais 500 ici. Maintenant, j'ai 600. Donc il va falloir, hop, une augmentation de 100. C'est pas encore super pratique, ça. Plus 100 euros. Bon. Eh bien, on vient de dire, pardon, plus 100. Augmenter, c'est bien faire une dotation. Ça va? Donc, c'est comme ça qu'il marche le tableau. Par contre, maintenant que j'ai traité cette ligne et que je vois comment ça fonctionne, qu'est-ce que je me rends compte? Je me rends compte tout d'abord qu'il n'y a aucun endroit dans les premières colonnes que j'ai présentées où on retrouve le fait qu'un certain client, jusqu'à maintenant, était un bon client et maintenant devient douteux. Alors même qu'il va falloir passer des écritures comptables. Il faut donc que vous l'indiquiez dans les observations. Deuxième type de montant dont on aura besoin pour passer nos écritures, le montant total des dotations et des reprises. Là, j'ai traité Kevin, et puis après, je peux traiter, alors, qui va être ma deuxième victime? Enora. Voilà, donc on va traiter Enora en deuxième victime. Bon, troisième victime, qui là? Allez, Shana, voilà, etc. Donc, il y a l'ensemble de ces clients qui vont apparaître. Et puis, toutes les dotations, est-ce que vous êtes d'accord qu'elles apparaissent bien dans la colonne dotation? Donc, je pourrais, à la fin, me faire une ligne totale et additionner tous les montants que je vais retrouver dans les dotations pour avoir un total de dotations. Ça vous va? Donc, cette information-là, on la retrouve dans le total des colonnes dotation et reprise. Ensuite, il faut le montant total des pertes. Donc, je rappelle que ces pertes, hein, elles sont calculées sur un montant hors taxe. Si je regarde mon tableau, est-ce qu'il existe une colonne qui me donne des informations sur les pertes? Non. Je ne sais pas si quelqu'un m'a répondu, puisque mon casque est encore connecté. Mais si on regarde les colonnes, il n'y a aucune colonne qui parle de perte. Sauf que, moi, lorsque j'aurai terminé
ce tableau d'ajustement des dépressions. Un problème de casque, monsieur? Ouh. On n'entend pas? Non, il n'y a pas. On Là, vous c'est entend faiblement. pas et quand on vous entend très loin. Alors, 2 secondes. Très faiblement. Mais... Je vais repasser sur... Alors, 2 secondes. Hein. Hop. Bah, normalement, ça devrait être bon. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous m'entendez faiblement. Là, vous m'entendez moins bien que tout à l'heure? Maintenant, ça va mieux. D'accord. Du coup, excusez-moi, hein, c'est pas génial une explication qui se trouve aussi hachée. Alors, donc je disais le montant total des pertes, il n'y a aucune colonne qui nous donne cette indication. Donc en fait, comme le montant total des créances des nouveaux clients coûteux, eh bien il va falloir inscrire une mention spécifique dans le tableau. Je vais vous montrer comment ça marche. Puis, il faut le montant total des créances sorties du bilan provenant de clients déjà douteux, sauf que ça c'est la même question, c'est la même chose. Hein. Il n'y a aucune colonne particulièrement prévue à cet effet. Il va donc nous falloir une mention spécifique. Et évidemment, c'est encore la même chose dans la question de la TVA. Ce que je vous fais comprendre, c'est que ce tableau, pour être exploitable, doit absolument, c'est une contrainte fondamentale, dans les observations, mettre en avant les cas particuliers qui vont devoir justifier d'écriture comptable particulière, c'est-à-dire notamment les nouveaux clients douteux et les pertes. C'est ce que je vous dis ici. Hein. Donc, 2 mentions importantes qu'il faut absolument retrouver dans ces observations, c'est le nouveau client douteux et la question des pertes. Maintenant, je reprends le même tableau, mais appliqué au corrigé de l'exercice 4 du TD5. Donc, le corrigé il est disponible, hein, vous avez tous accès. Alors, le corrigé n'est pas fait dans ce tableau-là. Justement, je l'ai repris dans exactement le même tableau que je vous présente pour être certain qu'il n'y ait aucune incompréhension. Donc ici, on voit les montants dus en fin d'année précédente par les différents clients. Dans la deuxième colonne, on va retrouver les règlements qui ont été reçus, donc les paiements qui ont été faits pendant l'année. Alors, en faisant première colonne moins seconde colonne, on va trouver ce montant qui est encore dû à la fin de cette année. En se servant du taux de TVA, on va pouvoir transformer ce montant qui était TTC en un montant hors taxe. J'ai des informations qui me sont données dans mon énoncé et qui vont me permettre de déterminer les taux de dépréciation. Je les inscris. Alors, je calcule le montant des dépréciations en faisant le montant de la créance fois le pourcentage de ce que je pense perdre. Je reprends, donc ça, je recopie. Je ne calcule pas hein, pour les anciennes dépréciations. Je recopie les informations qui étaient données dans mon énoncé. Alors, peut-être que ça peut être bien de vous représenter l'énoncé. Est-ce que j'ai l'énoncé dans moi? J'ai que comme ça l'énoncé. Bon, c'était des 2 secondes, je vous mets ça sur la slide. Appuyez l'écran. Voilà. Hop. Moi, je vais juste prendre ça. Voilà. Bon. Donc, on note bien hein, que les dépréciations pour les anciennes dépréciations, le montant nous est donné. Hein, il ne s'invente pas. Donc, je le recopie. Je connais le nouveau montant, je connais l'ancien montant. Eh bien, je fais simplement nouveau montant moins l'ancien montant. Si je trouve
un résultat négatif, je le marque dans les reprises. Vous voyez le petit moins. Donc, 4875 moins 12 000, j'ai trouvé moins 7125, donc moins 7125. Et ces deux avant-dernières colonnes-là sont remplies toujours de la même manière chacune. 0 moins 19 500, ça fait moins 19 500. 0 moins 3720, ça fait moins 3720. 59 720 moins 0, ça fait plus 59 720, etc. On notera que en fait, ce qui est compliqué ici, ce n'est pas le tableau. Ce qui généralement va être compliqué pour vous, c'est de comprendre ces informations-là. C'est de trouver ce qu'on appelle le nouveau taux de dépréciation. Donc en fait, là, ça vous demande à vous un travail particulier qui est celui de lire les différents énoncés de ce TD et de regarder toutes les manières de vous présenter ces informations. Donc, si on regarde ABI Industrie, porter la provision à 30%. Si vous regardez le corrigé, on se rend compte que porter la provision à 30% a été interprété de quelle manière? Le taux de dépréciation doit être de 30%. Donc ça se voit dans le corrigé. Pour solde, on ne comprend pas ce que ça veut dire. On regarde le corrigé. Donc c'est pour OASA. OASA, perte. Donc en fait, quand on me dit pour solde, ça veut dire que le client ne paiera plus. Je vais perdre ce montant qui m'est dû. Et vous devez faire ça pour chacune des manières dont ces observations vous sont données dans les énoncés. Une fois que vous avez fait ce travail-là, vous serez en mesure de remplir cette colonne-là de manière assez facile et donc de faire l'intégralité du tableau. Alors, on notera que dans les observations, moi j'ai bien marqué les clients pour lesquels j'ai des pertes et les clients qui représentent de nouveaux clients douteux. Et si j'applique la méthodologie qui m'a été donnée avant, je ne sais plus à quel endroit, on me dit donc, pour savoir le montant total des créances de nouveaux clients douteux, eh bien, je prends la créance TTC de chacun des nouveaux clients douteux et j'additionne. Ça représente. Excusez-moi, je me trompe beaucoup tout à l'heure. Ah non, je ne peux pas sélectionner deux cases en même temps. Si je veux connaître le total de mes pertes TTC, j'additionne les montants suivants. Pourquoi cette série ne marche pas? Non, je ne sais pas. Si je veux connaître le montant hors taxe des pertes, c'est dans la colonne hors taxe que j'additionne cette fois-ci. Si je veux connaître le montant de TVA associé à ces créances qui ont été abandonnées, qui ont été perdues, eh bien, je fais mon total de la créance TC, le total des créances hors taxe, et je fais la différence, je trouve bien le montant de TVA. Voilà, moi je pense que c'est suffisant pour être en mesure d'aborder de manière assez simple ce tableau d'ajustement des dépréciations. En moyenne, c'est un des exercices, une des notions qui est considérée comme étant la plus complexe par les étudiants. Pour être honnête avec vous, pour moi, je trouve que c'est des notions les plus simples. Si je compare ça au débit-crédit, c'est une logique de tableau. Le tableau est extrêmement logique, c'est une logique calculatoire. Voilà, je ne vois pas moi de difficulté particulière là-dessus. La difficulté réelle, c'est sur la question du vocabulaire, mais là, ça va travailler. Vous savez les corriger. Il faut regarder à quoi correspondent. Pour moi, c'est ça le défi, plutôt de ce TD. C'est vraiment de comprendre toutes ces manières différentes qu'on peut utiliser pour vous donner le taux de dépréciation.
Pour ma part, j'ai fini de vous présenter ce que je voulais vous présenter. Je n'ai plus de slide par la suite. Est-ce que vous auriez des questions? Alors, les questions, vous pouvez aussi bien les poser à l'écrit qu'à l'oral. Hein. Moi, j'ai une question. Quand on rentre les pertes dans le tableau, on les rentre toujours hors taxe? Dans le journal, pardon. Oui. Alors, si on repart sur l'écriture des pertes, d'accord, donc ici, c'est pour. Pardon. Ici, j'ai fait en sorte de présenter les écritures par set d'écriture. D'accord. Donc, si on regarde le set qui concerne les pertes, on voit bien hein, qu'il faut d'un côté connaître le montant hors taxe de cette perte, mais aussi connaître le montant TTC, puisque la créance disparaît et une créance est bien enregistrée par le montant TTC. Ok. Oui. D'accord, donc c'est pour ça que je vous ai dit, le tableau, il va nous permettre de récupérer tous les montants qui sont exprimés ici. Ok. Merci. Est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui, moi j'ai une question, mais c'est plus en rapport avec l'examen. Je voulais savoir au niveau du contenu si on aura le même contenu jusqu'au TD6 du coup. Maintenant, c'est ce que je vous ai dit en début de visio. Au début de visio, je vous ai dit, moi, je m'arrête au TD qu'on a traité ensemble. Donc, on s'est arrêté au TD4, donc je m'arrêterai au TD4. D'accord. Cette notion n'apparaîtra pas dans l'examen. Moi, je vous présente cette notion, notamment pour ceux qui aiment bien la compta et qui se disent, bah, demain, peut-être un jour, je vais aller en compta. Donc, je préfère faire le programme complet, mais vous ne serez pas évalué ni sur ce TD, ni sur le TD6, sur les amortissements. D'accord. La question, il faut peut-être que vous preniez un peu de recul sur ce que je viens de vous montrer. Monsieur, question. Mm-hmm. Quand je regarde le corrigé d'exercice 4, dans le journal, je trouve le montant 90 610. Ça correspond à quoi ça? Alors, dans le corrigé de l'exercice 4. Alors, je vais changer Oui. de manière de partager mon écran. Je vais partager en écran complet plutôt que juste en partageant PowerPoint. Donc, le corrigé du TD4. Du TD5, pardon. Donc, tu me dis, donc, corrigé de l'exercice 4 dans le journal. C'est ça? Oui, ça. Comment on trouve ça? Oui. Bon. Vous voyez la calculatrice? Oui. Bon. Alors, je vais réduire la fenêtre de Word pour pas que. Excusez-moi. Donc, est-ce que vous êtes d'accord? Ici, qu'est-ce que je dois marquer? Si je repars sur mon fichier explicatif, 411, je dois mettre les créances TTC des nouveaux clients douteux, des nouveaux clients, entraînant des pertes. Et 416, créances TTC des clients douteux, entraînant des pertes. Ok, je rappelle ça. Je vais remettre le corrigé. Je vais laisser ça dessous. Comme ça, on pourra toujours le voir. Voilà. Et maintenant, on regarde à nouveau notre table. Donc, je rappelle que la question de. Je vais parler. Donc, la question de Kevin, hein, c'est comment j'atteins ce 90 510. Est-ce que tu es d'accord, Kevin, que là, on parle des clients qui sont déjà douteux? Oui, des nouveaux clients, oui. Bon. Donc, ce qui m'intéresse ici, ce sont les pertes. Les pertes qui proviendraient de clients
qu'ils sont, donc les pertes qui proviendraient de clients qui seraient déjà douteux. D'accord? Oui. Bon. Alors, quels sont les clients déjà douteux? En fait, si on regarde nos pertes, donc comment est-ce qu'on peut faire la différence entre des clients qui sont douteux et des clients qui n'étaient pas encore douteux? Eh bien, tout simplement, on ne peut pas avoir de dépréciation pour un client qui n'était pas douteux. Ça veut dire aussi que si on avait une dépréciation l'année dernière qui était enregistrée pour un certain compte client, ça veut dire que ce client-là était douteux. Donc, je regarde toutes mes lignes où j'ai des pertes. Est-ce que vous êtes d'accord que l'année dernière, j'avais bien une dépréciation? Ancienne dépréciation, j'ai 19 500. Donc, c'est-à-dire que ce client était douteux. Alors, je vais faire le calcul en même temps. Donc, je vais additionner. Hein. Ici, j'ai... 19 500. Ah, j'ai pas mis... Ah oui, pour retrouver, c'est pour ça que vous êtes plus embêtés, parce que j'ai pas mis les montants TTC. Je vais reprendre mon tableau plus complet ici, alors. Ouais, faut tu prendre ça. Bon. Donc, on a dit, lui, il rentre dedans. Combien est-ce qu'il me doit à la fin de l'année? 19 500. Non. Non. Ben, c'est le montant de la TTC de la créance marraine. Ah. Ça veut dire, à la fin de l'année, il me doit encore 38 310. Ça va? Oui. Je continue dans mes pertes. Est-ce que vous êtes d'accord que mon deuxième client, Four, j'ai vraiment pas d'imagination quand il s'agit de trouver des noms d'entreprise, c'est incroyable. Bon. Donc, cette deuxième ligne avec la mention perte, est-ce que vous êtes d'accord qu'il y avait aussi des anciennes dépréciations? Le 3720. Donc, ce client était déjà douteux. Combien est-ce qu'il me devait? 5700. 5700. Mais attention, Kevin, hein, ne prends pas les dépréciations. Les dépréciations, c'est un montant qu'on s'attend à perdre. Ce n'est pas un montant qui est dû. Ce n'est pas le même fonctionnement. Voilà. Cette partie-là, ça va m'embêter, c'est ça. Ah, mais ça, il faudra reprendre, il n'y a pas le choix. Je poursuis. Oui. Ici, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de perte, perte. Hop. Est-ce que vous êtes d'accord? Il y avait d'anciennes dépréciations. Oui. Donc, ça fait. Donc, oui. c'était un client douteux, et donc je prends le montant de ce qu'il me doit encore. 46 500. 46 500. D'accord. Et pourquoi je ne prends pas la dernière ligne? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dépréciation. Parce qu'il n'y a pas d'ancienne dépréciation. Autrement dit, ici, là, il n'y a rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusqu'à cette année, ce client, c'était un bon client. C'est un client normal. Ça va? Et donc lui... En fait, non. En fait, non. On te dit... Parce que ça, c'est les informations de l'énoncé. Hein. Dans l'énoncé, tel qu'il vous est donné ici, ça c'est l'énoncé, hein. On vous dit, donc société Ernst, il me devait 1100 € avec un taux de TVA de 10%. Je n'avais pas enregistré de dépréciation jusqu'à maintenant. Il ne m'a rien payé et il ne pourra plus me payer. D'accord? C'est comme ça qu'on interprète cette dernière ligne. Bon. S'il n'avait pas de dépréciation l'année dernière, c'est qu'il n'était pas douteux. Un client douteux, on s'attend forcément à perdre de l'argent avec lui. Si un client est douteux, il y a forcément des dépréciations qui existent. Comme ici, il n'y en a pas, c'est que ce client n'était pas douteux. Autrement dit, il n'appartenait pas au compte 416 clients douteux, mais au compte normaux, 411 clients. Et c'est pour ça que dans le corrigé, on retrouve ce 90 510 510. suivi
du 1100 pour le 411. Est-ce que mon casque est revenu correctement là? C'est encore coupé, c'est génial. Non. C'est bon. Très bien. Là, c'est bon? Oui. Ok. Excusez-moi. Moi, monsieur, j'ai fait Oui. une autre manière que je trouve qui est plus simple. Allez, dis-moi tout, Nora, parce que là, tu vas révolutionner la compta. Possible? Je sais pas si c'est bon, hein, mais j'ai trouvé le même résultat en additionnant tous les montants hors taxe des pertes, sauf les trois où il y a des pertes. Et Ouais. après, j'ai multiplié par la TVA. Très dangereux. Fais pas ça. Parce que, alors, j'explique pourquoi. Est-ce que vous êtes d'accord que le montant qu'on a dans l'énoncé, c'est le TTC? Est-ce que tu es d'accord avec ça, Nora? Ça veut donc dire que quand tu vas calculer ton montant hors taxe, premièrement, peut-être que tu vas faire une erreur. C'est possible. Ok. Deuxièmement, il est possible que tu aies besoin de faire des arrondis. Ouais. Et le pire de tous, c'est que tu risques de ne pas vérifier que les opérations ont le même taux de TVA. Ouais, c'est ça. Ok. D'accord? Surtout que si vous faites, moi je vous conseille vraiment si jamais vous êtes évalué sur un jour, parce que je rappelle que moi en compta, là, je n'évaluerai pas ça, mais si vous recroisez, il faudrait que vous changiez d'université pour ça, hein, parce qu'après on ne fait plus de compta financière en licence AES, mais si vous recroisez un exercice de ce type, eh bien il faut vraiment travailler avec les montants TTC directement. Si on reprend le tableau complet, on a vraiment tout ce qu'il faut pour limiter les calculs risqués. Je vais dire ça comme ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je rappelle que vous n'êtes pas obligé de vous forcer à avoir des questions non plus tout de suite, parce que moi je peux comprendre qu'il faille un peu de temps pour digérer, pour revoir ça, et éventuellement les poser. Bon, je rappelle que je mettrai un Moodle dans la foulée pour pouvoir poser vos questions, et s'il y a des questions, j'y répondrai samedi. Alors, Non? moi, monsieur, Oui? dans les S1, à la question, enfin, le petit 3, la situation qui dit en N+1, l'entreprise Leblanc reçoit un règlement de 5 000 € de la part de son client, société A. Et quand je regarde le corrigé, je vois deux journaux, un à 5 000 et l'autre à 10 000. Pourquoi 10 000? Alors, du coup, je prends le corrigé. Hop. C'est sûr. Alors, je vais mettre tout déjà sur une même page. Là, c'est affiché. Donc, alors, dans cette première écriture, on constate simplement le règlement. Ça va? Normalement, la première écriture, il n'y a pas de souci. 5 000, oui. Maintenant, une fois qu'on a constaté comptablement le règlement, est-ce que tu es d'accord? Ce qui reste à constater, c'est le fait que le client ne me paiera plus. Oui. Lorsqu'on sait qu'un client ne me paiera plus, on sait qu'on va devoir constater de nouvelles dépréciations à un taux de 0%, alors que notre client en question, l'année dernière, j'avais dit que je m'attendais à ne pas recevoir un total de 10 000 de sa part. J'avais déjà 2 000 et j'ai augmenté de 8 000. Donc l'année dernière, j'avais mis dans ma comptabilité
ce client, sur ce qu'il me doit, je m'attends à ce qu'il ne puisse pas me payer 10 000 euros de cette somme. Donc maintenant qu'il ne Donc, me les 10 paie 000 euros, il plus, faut le compter. donc ce 10 000 euros, il faut l'enlever du 491. Pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est plus un montant de perte potentielle, mais je constate une perte. Et donc, je l'enregistre. Si tu veux, la manière dont tu peux voir ça, Kevin, je montre ça rapidement, mais tu peux voir ça comme le fait que. Hop là. On peut pas faire une flèche double, ça. Ok. Non, je peux pas modifier. Attends 2 secondes. Mais comment faire une flèche double? Ah, tant pis, je vais la faire comme ça. Mais... Si tu veux, ça, un compte 491, d'accord, c'est le montant que je m'attends à ne pas recevoir avec un certain client. Ça va ça? Normalement, oui. Oui, ça va. Ben, ça veut dire que Oui. ce 491, il va forcément avec un 416 clients coûteux. Donc, ce qu'on te dit, c'est que si ton client ne peut plus te payer, eh bien, est-ce que tu es d'accord que sa créance va disparaître de ton bilan? De la PAT, du montant des PAT. Il va pas être passé en perte, mais du coup, ça veut dire que ce client, l'argent qu'il te doit n'existera plus dans ta comptabilité. Mais si l'argent qu'il ne te doit plus va disparaître de ta comptabilité, bah, tu n'as aucune raison de prendre en compte les dépréciations qui l'accompagnent. Ah, oui. Donc, il faut les effacer. Là, c'est oui. Comme tu as déjà mis 10 000, il faut enlever les 10 000. Pour équilibrer le compte, quoi, on va dire. Voilà. Pour que ça ait du sens, en fait. Sinon, on est en train de dire, sur quelque chose qu'on ne me doit plus, je m'attends à perdre autant. Ben, ça serait ridicule, on ne te doit plus. Tu vas perdre sur quelque chose qu'on ne te doit plus. Mais non. Ben, c'est la raison de cette reprise de 10 000 euros pour le client en question. On a enlevé tout ce qu'on avait mis dans ce compte 491 parce qu'on va enlever tout ce qu'on a mis dans le 416. Je rappelle qu'on enlève tout ce qu'on a mis dans le 416 parce qu'on va constater une perte et qu'on va dire que du coup, sur ce montant, je n'ai pas encaissé de TVA. Voilà ce qui se passe. Pour quel montant TTC pour la TVA? Pour la perte, oui. Voilà, pour la créance, c'est TTC et pour la perte, c'est hors taxe. Voilà. Alors, voyons. Donc, Kevin, est-ce que tu as. Ou les autres, hein, je rappelle, hein, n'hésitez pas. Hein. Bien. Oui, pour l'exercice ça, exercice 2. 2, oui, 2. Exercice 2, petit 2. Petit. Attends, qu'est-ce que je trouve? 2 ou 3. Moi aussi, je mets bien ou quoi? C'est pas possible. Attendez, je regarde. Oui, voilà, exercice 3. Petit 1. Pour les clients romains. Oui. Il y a le montant 23 200. Je suppose que je dois faire 58 000. Non. Attends. Oui, 58 000 divisé par 40. Enfin, fois 40 divisé par 100. 58 000. Oui. Le montant en taxe. Oui.
C'est pour ça que si vous regardez mon corrigé, c'est vrai que je ne l'ai pas repris, mais vous voyez, mes colonnes nouvelles et anciennes dépréciations dans le tableau que je vous propose, elles sont inversées par rapport à la manière dont elles sont présentées dans le corrigé. Et le but, c'est justement que ce soit plus logique. C'est-à-dire que donc là, on notera qu'il y a cette colonne ancienne dépréciation qui est entre les deux et qui gêne, alors que dans le modèle que je vous propose dans le CM, eh bien, il est peut-être donc plus logique, encore une fois, parce que cette dépréciation, elle s'applique directement sur le montant qui précède. Donc, Kevin, si tu présentes. Moi, quand j'ai regardé votre corrigé, allez-y. Non, je disais, quand je regardais votre corrigé et que je trouvais des montants que je ne trouvais pas, je trouvais bizarre en fait. Mais après, quand je retravaillais. Comment? Tu devais appliquer le taux sur l'ancienne dépréciation, par exemple, non? Ben, moi, oui. Voilà. L'ancienne dépréciation, mais après, quand je regarde votre corrigé, j'ai compris pourquoi je n'ai pas trouvé la même chose que vous. D'accord. Bon. Donc, moi, mon conseil, c'est pour tous les exos, à chaque fois que vous bossez vraiment dans ce grand tableau-là. Il est grand, il est embêtant, on va dire ça comme ça. Il est long à tracer au début, mais après, à l'intérieur de ce tableau, vraiment, on navigue de manière extrêmement simple. Tout est logique, normalement. Donc, voilà, moi, je vous encourage à travailler sous cette forme complexe du tableau. Est-ce que vous avez d'autres questions? On peut prendre aussi votre tableau et refaire la même chose que vous, comme ça au moins si on a compris. Ou... Alors que ce tableau-là, hein, je vous rappelle, mais moi je vous conseille de travailler dans ce tableau que celui qui apparaît dans les corrigés. C'est faisable. Du coup, question suivante. Bah écoutez, moi ce que je vous propose dans ce cas, c'est ce que j'ai l'impression aussi. Donc, encore une fois, bon, moi là je vais arrêter l'enregistrement là parce que quand la vidéo est trop longue, après c'est plus embêtant pour vos camarades qui suivent. Donc, bah, travaillez bien à ceux qui ont suivi l'enregistrement. Et puis à bientôt. N'oubliez pas de poser vos questions sur le formulaire. Merci. Et j'y répondrai samedi matin si j'ai bien eu des questions d'ici là. Et si ce n'est pas le cas, je vous contacterai par mail pour annuler le cours, ce que je n'espère pas. Voilà, donc moi j'ai mis